Les forces russes avancèrent dans Pokrovsk presque sans entrave. Non pas parce que l'Ukraine ne pouvait pas les arrêter, mais parce que l'Ukraine choisit de les laisser rentrer. Les défenseurs avaient un plan différent en tête. Ils savaient qu'une armée avançant trop vite, sans ligne d'approvisionnement sécurisée, deviendrait bientôt son propre pire ennemi. La stratégie de l'Ukraine était simple mais brillante. Attirer les Russes plus profondément, étirer leur logistique jusqu'au point de rupture, puis les couper complètement. Une armée sans approvisionnement est déjà vaincue, et une armée sans issue de secours est finie. Les troupes russes qui avaient poussé profondément dans la région de Donetsk pendant l'été se retrouvèrent maintenant surexposées et opérant à l'intérieur d'un corridor rétrécissant que les forces ukrainiennes avaient discrètement transformé en piège. La situation se développa parce que la planification offensive russe reposait sur la masse plutôt que sur la mobilité. Plus de 100 000 soldats furent engagés pour avancer sur Pokrovsk depuis 3 directions, l'Est, le Sud-Est et le Sud, avec l'objectif de couper les routes logistiques ukrainiennes menant à Kramatorsk et Sloviansk. Mais ces lignes convergentes étiraient les chaînes d'approvisionnement russes jusqu'à l'extrême. Les commandants ukrainiens comprirent cela et ils permirent à l'attaque de se développer juste assez loin pour exposer ses flancs. Au lieu de tenir chaque position, les unités ukrainiennes, y compris le corps Azov et plusieurs brigades mécanisées, utilisèrent une défense élastique. Cela signifie qu'elles se retiraient tactiquement de certains secteurs, gagnant du temps et forçant les colonnes russes à avancer dans des zones de tir précartographiées. Une fois que ces éléments russes avancèrent trop loin, l'artillerie et les drones ukrainiens ciblèrent les routes et les dépôts derrière eux, coupant leur logistique. Ils se déplacèrent là où le terrain semblait le plus facile. Des colonnes de véhicules, d'infanterie et de camions d'approvisionnement poussant dans une brèche qui, sur la carte, promettait une route rapide vers Pokrovsk. Ce que les attaquants ne virent pas au début, c'était à quel point ce terrain facile avait été soigneusement préparé pour paraître tentant. L'Ukraine ne gagna pas cela par une seule charge. Cela fut gagné en forçant l'ennemi à choisir la mauvaise option encore et encore jusqu'à ce que ses choix les laissent enfermés. D'abord, l'Ukraine laissa l'image se former. Des drones, des éclaireurs et des informateurs locaux observèrent chaque poussée russe et la transformaient en un instantané détaillé des endroits où les colonnes blindées avaient tendance à voyager, où les convois s'arrêtaient et quels flancs étaient minces. Cette carte des habitudes, pas seulement des positions, est ce qui permit aux défenseurs de faire les mouvements suivants avec confiance. Les rapports publics et les analyses du champ de bataille montrent comment la reconnaissance par drone et l'observation avancée aidèrent à identifier le saillant près de Doropilia qui devint plus tard vulnérable. Deuxièmement, l'Ukraine modéla le champ de bataille de manière à ce que l'option tentante ait un coût. Cela semble simple sur le papier. Garder du terrain, en abandonner une partie et canaliser l'attaquant dans des routes qui peuvent être interdites. En pratique, cela signifiait utiliser l'artillerie et des frappes de précision pour rendre les routes prévisibles et les points d'étranglement trop dangereux pour une utilisation routinière, et utiliser des drones pour garder un œil constant et des frappes sur tout mouvement à découvert. Ces corridors de mort transformèrent la retraite en un pari mortel pour les unités essayant de se retirer. Plusieurs sources rapportèrent comment les munitions rôdeuses, les drones FPV et les tirs coordonnés rendirent le mouvement en terrain ouvert hautement risqué. Dans le même temps, les ingénieurs et défenseurs ukrainiens utilisèrent le terrain et l'infrastructure elle-même comme outil. Les rapports montrent qu'ils ont délibérément inondé et renforcé des passages souterrains et des conduits d'eau dans d'autres secteurs pour empêcher le mouvement ennemi à travers des tuyaux et des ponceaux. Une mesure défensive qui transforme les raccourcis cachés en danger pour les infiltrateurs potentiels. L'artillerie et les drones maintiennent le corridor sous le feu. L'infanterie et les équipes mécanisées fermèrent les routes secondaires. Les ingénieurs démolirent ou neutralisèrent les ponts et les passages qui auraient pu être utilisés pour l'évasion, transformant le coin avancé en un bassin avec une sortie rétrécissante. Les convois qui essayèrent de s'échapper trouvèrent les routes surveillées et le paysage ouvert mortel. À la fin de septembre, des observateurs indépendants confirmèrent que l'avance russe dans le Donetsk avait stagné. L'offensive qui était censée prendre Pokrovsk en semaine s'était transformée en un impasse coûteux. Les unités russes prises dans l'encerclement font maintenant face à des pénuries de nourriture, de munitions et de carburant. Certains rapports indiquent que de petits groupes ont tenté des opérations de percée sous le couvert de la nuit, la plupart d'entre elles infructueuses. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publiquement loué l'opération de Doropilia, la qualifiant de succès important qui démontre la proficience croissante de l'Ukraine dans les tactiques combinées de drones et de sol. Le lieutenant-colonel Lemko du corps Azov expliqua que l'Ukraine avait accompli cela avec 40 000 soldats contre plus de 100 000 Russes en utilisant l'intelligence, la mobilité et la prise de décision rapide.
Le chaos se transforma en coordination. En quelques jours, l'Ukraine passa de la perte de terrain à des contre-attaques. Zelensky confirma que l'Ukraine avait libéré plus de 160 km² et nettoyé un autre 160 km², reprenant 16 localités au total. Les pertes russes autour de Pokrovsk atteignirent environ 2500 soldats. Les soldats russes piégés ont maintenant été isolés pendant 3 semaines avec des réserves de nourriture et de munitions en diminution face au choix de se rendre ou de mourir. Même alors que la Russie essaie d'envoyer des renforts d'élite, beaucoup de ces unités d'élite sont rapportées comme sous-entraînées ou malades, montrant à quel point le Kremlin étire ses effectifs. En bref, la grande offensive russe sur Pokrovsk s'est transformée en désastre. Un cas où les nombres sont écrasés par des tactiques plus intelligentes. Les commandants ukrainiens pointèrent 3 poches russes isolées autour de Doropia, les chaudrons maintenant entourés et coupés de tout soutien. Le lieutenant-colonel Lemko du corps Azov expliqua que ces unités piégées pourraient tenir au plus quelques semaines avant de mourir, de se rendre ou de tenter un retrait futile. L'Ukraine déploya environ 40 000 soldats contre plus de 100 000 Russes, pourtant gagna grâce à la manœuvre, à la défense et à une prise de décision intelligente rapide. Le plan russe reposait sur une main-d'œuvre écrasante, des assauts de masse destinés à user les défenses ukrainiennes. Mais les tactiques d'Azov transformèrent cette force en faiblesse. Au lieu de combattre de front, l'Ukraine isola des groupes de troupes russes, coupa leurs routes d'approvisionnement et détruisit les renforts avec des drones et de l'artillerie. Ce qui suivit fut un concours de stratégie contre la force brute et la stratégie ukrainienne prévalut. Lorsque le corps Azov arriva pour la première fois, Lemko décrivit le chaos. Pas de ligne claire, pas d'image d'intelligence. En une semaine, ils organisèrent les défenses, construisèrent des 2e et 3e lignes et recueillirent des informations précises sur le champ de bataille. Cette intelligence se transforma en contre-attaque qui reprirent le terrain perdu. À la mi-septembre, l'Ukraine avait libéré environ 160 km² près de Pokrovsk et Doropilya, nettoyé un autre 170 km² et repris 16 localités. Les pertes russes atteignirent environ 2500 soldats. Les unités encerclées restantes avaient été coupées pendant 3 semaines, des drones tournant au-dessus, l'artillerie couvrant chaque approche. Cela fonctionna. L'obsession de la Russie pour Pokrovsk est devenue l'un des exemples les plus clairs de comment les nombres et la puissance de feu seuls ne peuvent pas garantir la victoire. Pendant plus d'1 an, Moscou a versé des hommes et des machines dans le combat pour cette seule ville, lançant un assaut après l'autre dans l'espoir de finalement percer la ligne défensive ukrainienne. Chaque tentative a échoué, et la dernière pourrait être la plus catastrophique. Cette fois, l'Ukraine n'a pas seulement repoussé l'offensive, elle l'a démantelée. Des milliers de soldats russes, de chars et de véhicules blindés furent détruits, laissant les généraux du Kremlin se démener pour comprendre ce qui n'avait pas marché. Pokrovsk était censé être le joyau de la couronne de la campagne d'été russe, un centre industriel et de transport majeur qui pourrait ouvrir la voie plus profondément dans le Donetsk et finalement vers l'Ukraine centrale. Avec plusieurs autoroutes et voies ferrées y convergeant, c'était un prix valant des dizaines de milliers de vies. En juin, la Russie amassa environ 110 000 soldats dans le secteur de Pokrovsk, croyant que la force pure pourrait submerger les défenseurs ukrainiens. Sur le papier, les nombres semblaient décisifs. Une armée massive face à un adversaire plus petit et épuisé. Mais la stratégie ukrainienne renversa cette attente. Au lieu de défendre rigidement, les forces ukrainiennes utilisèrent la mobilité, la tromperie et des frappes de précision pour étirer les lignes russes jusqu'à l'extrême. Les troupes russes avancèrent dans un terrain apparemment ouvert, pour se retrouver canalisées dans des zones préciblées par l'artillerie et les drones. Les ponts furent détruits, les routes d'approvisionnement coupées et les convois piégés. Alors que le Kremlin s'attendait à des percées rapides, ce qui suivit furent des semaines d'attrition, de confusion et de pertes montantes. Pokrovsk reste fermement sous contrôle ukrainien, et l'offensive d'été russe destinée à sécuriser la porte d'entrée du Donetsk se termina avec rien d'autre que des véhicules brûlés, des unités brisées et un rappel que dans la guerre moderne, l'adaptabilité et l'intelligence peuvent vaincre même la plus grande force. Désespérés et sans approvisionnement, ces soldats ne